Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good. On va être ensemble pour 1 heure de No Code à impact positif. Alors, je rappelle un peu que No Code for Good est une association à but non lucratif dont l'objectif est de mettre en relation les no-codeuses et les no-codeurs engagés avec des porteuses et des porteurs de projets à impact positif. Donc, tout ce qui vise en gros à rendre le monde plus juste et plus sain. Et donc aujourd'hui, je suis Angeline. Comme d'habitude, je suis avec Quentin, qui est le lead dev de No Code for Good. Et on va accueillir également Sylvain Hoched, qui est un no-codeur engagé, et Mathilde Besançon, qui est une porteuse de projet. Et qui donc vont ensemble pouvoir nous parler de Mama Pap Kitchen, un très beau projet au Laos. Alors peut-être dire 2 mots en introduction sur nos actualités. Ce mois-ci, malheureusement, on n'a pas grand-chose à vous présenter au niveau de la plateforme parce qu'on a été très pris par la préparation de notre assemblée générale qui a eu lieu hier. Et également, on est, comme tout le monde, en pleine préparation pour le No Code Summit qui va se tenir bientôt. D'ailleurs, à ce propos, on va avoir une petite surprise à la fin. Donc, on le rappellera dans le chat pendant l'émission. Mais donc, restez bien avec nous parce qu'on va avoir un petit bonus pour ceux qui seront avec nous jusqu'à 14 heures. Et donc, on va également, peut-être 2 mots avant qu'on accueille donc Sylvain et Mathilde, 2 mots sur nos actualités en interne et le fait que notamment on cherche un coup de main. Alors, s'il y a des personnes qui ont envie de nous aider sur Softair, on est toujours preneuses et preneurs d'aide sur la plateforme, donc un petit coup de main sur Softair. Et puis, on est également en train de chercher des personnes pour nous aider au niveau de l'équipe. Donc, je rappelle que No Code for Good, c'est une équipe de bénévoles et on est en train de chercher des personnes qui peuvent nous aider plus sur le front du marketing, de la communication. Et là, je crois qu'il y a Morad qui devait nous rejoindre, Quentin, pour présenter un peu ces 2 postes, mais je ne le vois pas. J'en profite, puisque je ne vois pas Morad, j'en profite pour dire bonjour à ceux qui sont là avec nous, Stéphane, Mathieu, Kevin, que je salue, Kevin, qui est un des membres cofondateurs de No Code for Good, et puis Anne-Ariel de la team qui est là aussi. Quentin, est-ce qu'on a Morad en coulisses ? Alors, je pense que l'annonce de Morad, on la fera plutôt en fin de stream du coup, parce qu'il n'a pas l'air encore présent pour D'accord. l'instant. Je vais peut-être juste dire 2 mots, comme on ne sait pas où est Morad et si Morad viendra, mais peut-être qu'il viendra détailler. Mais donc, en 2 mots, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui va pouvoir nous aider parce qu'on a de plus en plus de no-codeuses et de no-codeurs qui s'adressent à No Code for Good, qui sont intéressés pour aider des projets comme Sylvain a pu le faire et il va nous l'expliquer. Et donc, en face, on a besoin d'avoir autant de projets et surtout des projets qui répondent à nos critères, c'est-à-dire qui sont à impact positif, évidemment, on est dans le for good, mais aussi qui permettent d'apporter de la valeur à la no-codeuse ou au no-codeur qui va donner un coup de main, donc que ça soit à titre bénévole ou à tarif solidaire, puisque je rappelle qu'on fait la mise en relation pour ces 2 types d'aides. Donc ça, c'est le premier profil qu'on va chercher à avoir. Et puis, on va aussi chercher je vois Morad là qui apparaît. Bonjour Morad, on t'attend sur scène pour venir présenter les profils des personnes qu'on recherche. Si tu peux regarder sur ton Slack le petit lien que je t'ai envoyé pour nous rejoindre. Donc, voilà, donc là, on a carrément en direct un making-of de StreamYard. Et donc, voilà, donc ce premier profil qui est le profil marketing communication et un deuxième profil qui va être plus au niveau des partenariats puisque No Code for Good, on a une équipe bénévole qui est très engagée, mais c'est vrai que pour pouvoir continuer de se développer et puis aussi pour pouvoir durer,
on va avoir besoin d'aller chercher des financements. Donc, on va avoir besoin de répondre à des appels à projets, de trouver des partenaires, de trouver des structures qui voudront bien nous financer. Et là-dessus, on va avoir besoin d'un coup de main. Quentin, est-ce que tu as Morad dans les coulisses? Alors, je n'ai pas encore Morad. Je pense qu'on va plutôt avancer sur notre prochain sujet. On fera venir Morad à la fin du stream. Ok. Donc, pas de problème. Et bah, du coup, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Mathilde et Sylvain. Bonjour. Salut. Hello Mathilde, hello Sylvain. Vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui sur cette émission de No Code for Good. Alors, je vais commencer par peut-être dire 2 mots d'introduction pour vous présenter l'un et l'autre. Donc, Sylvain, il me semble que tu es belge ou en tout cas à Liège, en Belgique. Oui. Voilà, ce qui est peut-être une distinction, un détail qui peut avoir son importance. Et donc aujourd'hui, tu es un pro de Make, un pro de Zapier. D'ailleurs, il me semble que tu es certifié niveau 5. C'est quoi ça? C'est le plus haut? Ouais, sur Make, je suis partenaire officiel Silver et donc j'ai toutes les certifs. Ouais. Super. D'ailleurs, je recommande le mini-cours sur Make que tu proposes, qu'on peut voir sur ton profil LinkedIn. Ouais. Donc, s'il y a des personnes, donc je rappelle qu'on s'adresse ici aussi à des personnes qui ne sont pas forcément des experts et des expertes du no-code. Donc, s'il y en a qui ont envie de mettre un peu les mains dans Make, je vous recommande ce mini-cours. Et donc, tu es aujourd'hui expert de l'IA Ops. Et tu promets aux petites et moyennes entreprises de gagner 1 jour par semaine. Ça fait carrément envie. Je crois qu'on serait preneur aussi à No Code for Good. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur l'IA Ops? Qu'est-ce que c'est pour des personnes qui ne sauraient pas forcément? Ouais, bien sûr. Du coup, là, c'est saisir l'opportunité de l'IA pour faire toutes les automatisations qui étaient galères, toutes les petites tâches qu'on a dans les petites et moyennes entreprises qui sont assez peu digitalisées encore, et d'utiliser l'IA dans nos automatisations pour faire des tâches qu'on galérerait à faire programmatiquement sinon. Donc, tu peux nous donner un exemple? Un exemple classique qui se fait en automatisation pure et en IA, c'est extraire des données d'un PDF, faire de l'OCR, on appelle ça. Donc, quand on a un PDF bien structuré, par exemple une entreprise qui va recevoir des commandes de différentes commandes en mode PDF, toutes les entreprises qui vont faire une commande vont envoyer un PDF, mais toute la structure est différente à chaque fois. Et donc, c'est assez galère à faire ça en mode programmatique, où on doit aller renseigner les champs, etc. Et avec de l'IA, avec des LLM, on extrait le texte et on peut sortir toutes les informations. Ça, c'est un use case qui a directement, on extrait les informations, on les met dans la base de données, on vérifie, et là, le gain, il est instantané sur ce use case, par exemple. Voilà. Alors, ça s'entend dans ce que tu dis, Sylvain, mais je tiens à le souligner que tu as visiblement une passion pour la technique. D'ailleurs, de formation, tu es ingénieur, je crois, dans les process industriels. Et puis, tu es aussi bénévole réparateur d'électroménager dans un repère café. C'est bien fouillé mon LinkedIn. C'est des frigos, des choses comme ça? Yes. Exact, ouais, moi j'aime vraiment bien la technique, et on va en parler avec Mathilde. Moi, je ne suis pas trop design. Et donc, je me suis dirigé au fur et à mesure de ma carrière vers quelque chose de le plus technique possible. C'est vraiment ça que j'aime faire. Super. Donc, et puis par ailleurs, tu es aussi coach d'improvisation théâtrale. Ouais. Tu as même adapté toutes ces méthodes pour faire des design sprints et compagnie. Ouais. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait eu une collaboration qui soit très bien passée de ce côté-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais... Non, je pense pas. Là, faudrait retourner au collège ou à la maternelle pour trouver des trucs. Super. Et ben, si on a les éléments, on va pouvoir... du coup, je vais présenter Mathilde. Donc, Mathilde, tu es consultante en stratégie. Tu es passée de HEC aux montagnes du Laos. D'ailleurs, elles sont où ces fameuses montagnes? Alors, donc le Laos, c'est un petit pays qui est enclavé entre la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et la Chine. Il n'y a pas d'accès à la mer.
Et moi, je suis au sud du Laos, donc pas très très loin de la frontière cambodgienne. Voilà, dans un petit village touristique au milieu des cascades, surtout des rivières. Il y a beaucoup d'eau douce. Super. Voilà. Alors bon, bah, on l'a compris, Mathilde est passionnée de voyage et on va le voir aussi aujourd'hui, tu cuisines, tu es aussi cuisinière. Ouais. Alors, c'est plutôt, je mets en avant les cuisinières, c'est plutôt ça. Moi, D'accord, moins au fourneau du coup, ou voilà, pas ces fourneaux-là. Ok. Et il me semble aussi que tu as géré ou que tu gères une guest house. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis installée. J'ai donc en effet une formation plutôt commerce à Dauphine et puis un petit peu HEC. Et j'ai bossé dans la data quelques années, au Bon Coin notamment, pour faire le lien un petit peu avec les différentes équipes fonctionnelles et les équipes techniques sur les projets data. Et puis, je me suis installée en effet dans un petit village au fin fond du Laos en me disant que j'allais pouvoir éventuellement me rendre utile et faire quelque chose qui avait un peu plus de sens pour moi. Et du coup, j'aide les gens sur place à développer le tourisme qui leur permet d'avoir des revenus et voilà, de développer économiquement le lieu. Et du coup, en effet, j'ai repris une guest house et un restaurant il y a quelques années, post-Covid. L'avantage que j'ai, c'est que je peux me mettre dans les chaussures d'un voyageur et donc aller au-devant de ses attentes et du coup faire le lien, maintenant que ça fait quelques années que je suis au Laos, avec le mode de vie local et voir comment on peut faire des choses les plus fructueuses possibles pour que tout le monde soit content. Voilà. Super, super. Alors ça, donc c'est dans la vie réelle et après, en digital, tu es la fondatrice de Mama Pap Kitchen. Et en fait de 1000 autres projets, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Et du coup, c'est donc de Mama Pap Kitchen qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je voudrais te faire un petit retour en arrière, puisque en fait, il me semble que cette aventure-là, elle a démarré début 2022, ce qui est vraiment intéressant parce que le mois dernier, on a accueilli donc nos deux invités nous parlaient d'un projet qui était même pas sorti en fait sur la Cité de l'Impact et du RSE. On était vraiment dans Glide, dans le making of. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On va avoir vraiment du recul puisque c'est un projet que vous avez fait en 2022. Donc ça va vraiment être intéressant d'avoir le recul par rapport aux outils, par rapport à la manière dont vous avez fonctionné, etc. Et donc, j'aimerais, Mathilde, que tu nous ramènes en début de 2022. Tu es au Laos, à Tadlo, il me semble. Tout à fait. Et c'est encore le Covid. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui, je vais même rembobiner encore plus loin. On va revenir sur mars 2020. Donc, on est dans un contexte où le petit village où je me situe, il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme. Et notamment, il y a des gens qui ont ouvert justement des homestays, qui accueillent du public chez eux, des voyageurs, et qui dépendent économiquement du tourisme. Et donc, mars 2020, tout s'arrête. Les touristes rentrent chez eux précipitamment en ayant entendu que les frontières commençaient à fermer. Et donc, les mois qui suivent sont très difficiles parce qu'on ne sait pas, évidemment, comme tout le monde partout dans le monde, combien de temps ça va durer, etc., cette pause générale. Mais du coup, il y a des gens dont 100% des revenus venaient du tourisme. Donc, des gens qui me font part au quotidien de leurs difficultés à affronter cette crise, ne serait-ce que pour pouvoir se nourrir, quoi. Et de là, j'essaie de chercher une solution pour comment faire pour aider ces gens à retrouver une petite source de revenus. Donc, c'est plutôt en 2021 en fait que l'aventure vraiment des ateliers a commencé. C'est que je me suis dit tiens, on pourrait peut-être proposer une activité en ligne où on pourrait remettre en lien des voyageurs potentiels qui seraient en Europe, en France particulièrement, et des gens sur place. Et donc, l'idée des ateliers en ligne de cuisine a émergé à ce moment-là. Et je me suis dit que utiliser les technologies pour recréer de l'activité et donc des revenus pour ces gens qui étaient vraiment en grande difficulté, je me suis dit pourquoi pas. Et l'aventure a commencé comme ça. D'ailleurs, au départ, tu mets toi-même en place un site WordPress. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, en 2021, donc tu fais ça, le site il fonctionne. Et comment est-ce que tu tombes sur Sylvain qui lui est à Liège?
Alors, ça a été un enchaînement de plein de petites choses. Comme j'étais un petit peu toute seule dans mon coin, là, dans ma brousse, j'ai essayé de trouver déjà un petit peu des réseaux. Donc, je me suis renseignée. Notamment, j'ai suivi des parcours avec Make Sense, des sprints qui accompagnent donc des entrepreneurs sociaux. Et ça m'a permis un peu de me désenclaver, moi aussi, de rejoindre des gens qui étaient un petit peu dans les mêmes énergies. Et de là, j'ai commencé à entendre parler du no-code. Notamment, je crois qu'il y avait dans les ressources Make Sense, il y avait des vidéos contournement. Enfin, voilà, j'ai commencé à être au courant un petit peu de l'existence de ces outils. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et notamment, le site WordPress, pour moi, avait des limites du fait que c'est très statique. Enfin, en tout cas, l'usage que j'en avais. Et que j'avais besoin de quelque chose de plus dynamique où je pouvais mettre à jour les recettes, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'on propose des ateliers. Donc, il y a un ensemble de recettes. On le verra un peu plus en détail quand on va soulever le capot. Il y a des recettes. Un utilisateur, un participant potentiel peut regarder, tiens, moi, j'aimerais bien apprendre à cuisiner tel plat et on va lui proposer des dates. Et tout ça, c'est vrai que je me suis dit à un moment, WordPress a ses limites. J'aimerais quelque chose de plus dynamique où je pourrais mettre facilement à jour, bah tiens, il y a un futur atelier dans une semaine, enfin, de pouvoir jouer plus facilement avec le contenu du site. Et c'est là que je me suis dit, tiens, les outils no-code, ça va peut-être répondre à mon besoin. J'avais commencé à regarder des tutos, des ressources en ligne. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Ça, c'est génial déjà. Mais je me suis dit, ouais, mais il faut que je trouve le bon outil qui me correspond bien, la bonne façon de faire. Et c'est là que je suis tombée, du coup, sur No Code for Good et que je me suis dit, oh, je vais peut-être mettre une petite annonce. D'accord, d'accord. Et donc, c'est là que Sylvain entre en scène. Sylvain, toi, tu en es où début 2022 ? Il me semble que tu débutes comme freelance. Tu n'es pas l'expert en automatisation que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous raconter ? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, moi, je suis au début de mon activité. Je ne sais plus exactement les dates quand j'ai commencé. Les premiers contrats que j'ai faits, ils étaient au noir, clairement. Et donc là, je commence et c'était des contacts que j'avais près de moi. Et donc, je me dis, OK, très bien, maintenant, il faut que j'ai de l'expérience avec des personnes que je ne connais pas, que je dois découvrir le marché du travail en tant que freelance et donc avoir des relations. Et donc, c'est compliqué, hein. Tous ceux qui se lancent aujourd'hui, voilà, au début, il faut avoir un réseau, il faut avoir des projets, il faut avoir un portfolio, tous ces trucs-là. Et donc, c'est vrai que quand je tombe sur No Code for Good, pour moi, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est des projets que je trouve déjà trop cool. C'est aussi présenté comme la plupart des no-codeurs sur cette plateforme sont assez débutants, et c'est OK, c'est le but. On met en relation des énergies et des envies. Et des compétences, mais qui vont grandir en même temps que le projet. Donc ça me rassure aussi pas mal vis-à-vis de ça. Et donc moi, je vois plusieurs projets. J'aime bien la cuisine. Et donc, je vois le projet de Mathilde et je lui envoie un petit message. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, honnêtement. C'est loin déjà. D'habitude, c'est vrai que d'habitude, on pose plein de questions sur la mise en relation. Là, on ne va pas le faire parce que ça fait 2 ans. Il y a eu des mails, il y a eu des échanges. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous vous souvenez, parce que ça, ce n'est pas évident aussi avec le recul, mais est-ce que vous vous souvenez l'objectif à la base, c'était quoi l'objectif de votre collaboration, donc quand vous êtes mis en relation au début? Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez fait pour définir la mission? Parce que ça, c'est vraiment un point très important pour nous, le cadrage des missions sur la plateforme. C'est très important que sur No Code for Good, les missions qui soient proposées, ça soit quand même des missions qui soient bien cadrées. C'est pas toujours le cas, donc souvent, même si c'est quelque chose sur lequel on travaille, on veut s'améliorer, mais donc souvent il y a une discussion qui doit avoir lieu entre la personne qui porte le projet et la no-codeuse ou le no-codeur. Est-ce que vous vous souvenez, vous, comment ça s'est fait, ça? Alors, j'y vais. Alors déjà, je pense que ce qui m'a aidé, moi, c'est l'expérience que j'avais eue au préalable en data et en gestion de projet. Donc, je savais que au plus clair j'allais être avec moi-même, ça allait être le mieux. Donc, j'ai essayé de définir, moi, dans ma petite annonce que j'ai publiée, on va dire vraiment les fonctionnalités que j'attendais dans ce futur outil, ce qui me semblait vraiment très important. Et en quelque sorte, c'était un peu une bouteille à la mer que j'envoyais en disant, voilà, je sais que j'aimerais ça comme fonctionnalité, je ne sais pas quel outil utiliser, etc. J'ai besoin surtout, il me semble, hein, Sylvain, tu confirmeras ou pas, d'un coup de pouce de démarrage, en fait. Après,
même si je n'avais pas de connaissances sur ces outils, je savais qu'ils étaient faits justement pour des gens qui ne sont pas purement techniques et du coup que j'allais pouvoir après peut-être être autonome dessus. Donc, c'était vraiment, pour le coup, le choix de l'outil, je dirais, et vraiment les débuts, on va dire le prototypage de début, c'était ça surtout dont j'avais besoin. Alors, je rappelle pour les personnes qui ne sont pas expertes qu'une fonctionnalité, c'est ce qu'un site ou une application permet à l'utilisatrice ou à l'utilisateur de faire. Donc là, en l'occurrence, Mathilde arrive avec un backlog quasiment, c'est-à-dire une liste de fonctionnalités. Et du coup, Sylvain, est-ce que c'est toi qui as fait la proposition de Softair Airtable? Bon, après, vous allez y rajouter Make et Sendinblue. Qui a pris cette décision? Je sais plus, mais moi, c'était probablement les 2 outils que je connaissais à l'époque, donc peut-être. Oui, je confirme. C'est Sylvain qui m'a dit, vu ce que je vois de tes besoins, je pense que une combinaison Softair et Airtable, ça le ferait. Et effectivement, les fonctionnalités étaient faisables sur ces 2 outils-là, quoi. Ouais. Bah cela dit, c'est des outils qui restent très utiles. Hein. Nous-mêmes, nos Code for Good, c'est ça qu'on a. On a Softair et Airtable. Et du coup, on va aller voir la bête ensemble. Mais juste avant, Mathilde, est-ce que tu veux nous dire si le site est encore actif, combien de temps il a fonctionné? J'ai vu qu'il y avait le 15 octobre un atelier pour faire du LabKai. Oui, alors je les ai rajoutés pour qu'on puisse voir justement dans les conditions. Non, en fait, ce projet, je l'ai fait tourner. Donc je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais l'idée, c'était donc qu'il y avait des mamas dans leur cuisine qui donnaient des cours, enfin un atelier comme ça d'1 heure et demie à peu près, un cours de cuisine en direct sur Zoom à des personnes qui étaient en France. Donc on a fait ça, on a fait sur les 1 an et quelques d'activités, une 50aine, 60aine d'ateliers, avec 2 mamas principalement qui ont animé ces ateliers. Moi, j'étais en co-animation, puis je m'occupais de tout le reste, on va dire, l'organisation. Mais donc, voilà, au sortir du Covid, on a mis en pause ce projet, notamment parce que les frontières ont rouvert et que ces mamas, elles se retrouvent à nouveau à accueillir en présentiel. Donc, il y a moins besoin, même si je pense que ça pourrait être une idée de projet qui pourrait perdurer même à d'autres endroits dans le monde, hein, de mettre en lien comme ça des gens qui sont d'un bout à l'autre de la planète et qui ont un moment d'échange privilégié. Voilà, pour ceux qui ont envie de peut-être reprendre le flambeau. Voilà, donc non, il est plus, pour l'instant, il est en pause ce projet, mais le site est toujours là et en effet, j'ai mis des ateliers pour qu'on puisse voir ce que ça donne quand même. Je suis un peu déçue parce que moi, j'étais toute partie pour m'inscrire là. Donc, allons-y. Du coup, Mathilde, je te propose qu'on aille, qu'on montre un peu à quoi ça ressemble. Et je rappelle du coup que c'est un projet qui est vraiment intéressant puisque Mathilde, tu avais finalement pas beaucoup de compétences en no-code quand vous avez lancé là-dedans, même si tu avais quand même déjà fait un site sur WordPress. Hein, donc, c'est pas comme si tu découvrais tout. Voilà, moi, je ne sais pas coder. J'ai pas, voilà. Je connaissais pas encore les outils no-code, mais la seule chose, c'est que ça me fait pas peur d'apprendre ou de découvrir de nouveaux outils. Je dirais que c'est juste, à mon avis, la seule chose peut-être à avoir pour pouvoir se lancer là-dedans, c'est de ne pas avoir une aversion contre l'informatique en général. Mais sinon, c'est vrai que ce que je trouve génial avec ces outils, c'est qu'on peut partir de zéro et de vite s'approprier les choses. Ouais. Et sur ce sujet, avant qu'on rentre là-dedans, par rapport à la question de définir les fonctionnalités et comment on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on doit faire, un truc qui était vraiment cool avec ce collab, c'est que Mathilde, elle avait déjà le projet qui tournait, mais en mode manuel. Donc, il y avait des fonctionnalités qui n'étaient pas là ou quoi, mais l'idée, ça avait été validé, on savait quelles étaient les core fonctionnalités, le MVP existait, quoi. Donc, on a dû simplement traduire ça. Il arrive que sur certains projets, on me demande les gens ont des idées un peu vagues de ce qu'ils veulent faire, et c'est là que ça part dans tous les sens, où en fait, on ne sait pas quel est le MVP qu'on veut faire, quelle est la fonctionnalité de base. Et donc ça, dans les projets, effectivement, les outils sont très accessibles maintenant. La barrière technique, elle est faible. Donc, on a tendance à très vite aller construire des trucs techniquement, à créer un site, à créer des automatisations. Tout ce qu'on peut faire à la main, avant, il faut le faire à la main. Enfin, vraiment, c'est
Ça, c'est des méthodos de base, mais on a tendance à skipper toutes ces étapes papier, tous ces diagrammes, etc. C'est hyper important. Je suis vraiment ravie que tu fasses ce rappel, Sylvain. Ça va droit à mon cœur de product manager parce que effectivement, tu as complètement raison. Avant de sauter sur la solution, et c'est pas parce que les outils sont plus accessibles qu'il faut le faire, c'est vraiment important pour que les personnes qui ont un projet se posent et réfléchissent bien quel est le problème qu'ils veulent résoudre. Et c'est vraiment à partir du moment où on a bien exploré ce problème, qu'on s'est demandé quelle est la valeur qu'on va apporter à l'utilisatrice et à l'utilisateur, que là, on va pouvoir aller sur le design de la solution. Et donc, du coup, peut-être poser la question aussi tout de suite, parce que j'allais vous le demander, et puis Mathilde, tu en as un petit peu parlé. Qu'est-ce que vous avez utilisé concrètement comme outil pour ça? Est-ce que vous avez fait des diagrammes d'architecture, des user flow, des maquettes, des choses comme ça? Non. Non. Vous n'en avez pas eu besoin? Non. Puisqu'il y avait déjà un MVP qui tournait, une face à la main qui était fait, alors Mathilde m'a bien expliqué comment ça marchait et j'avais une maquette de luxe, puisque c'est un produit qui fonctionne déjà, qu'on a pu traduire avec d'autres outils et et un peu plus de fonctionnalités. Mais, tout à fait. On avait une maquette fonctionnelle, entre guillemets. Effectivement, il y avait déjà un produit, c'est clair. Ouais. Donc, Mathilde, vas-y, on voit ton partage d'écran. Donc, je te propose que tu nous expliques de quoi il s'agit. Voilà, donc là, on est sur le site de Mamapap Kitchen, donc sur Softair. Donc, l'idée, j'imagine s'il y a des gens qui n'ont pas encore connaissance de cet outil, là, on va dire, sur la partie vitrine. Il y a du contenu statique comme sur n'importe quel autre site qu'on pourrait avoir fait sur WordPress ou quoi, où là, on raconte des choses, on décrit comment ça se passe, etc. Donc ça, on va dire classique. Et après, il y a des endroits, des blocs où ça va être justement, là par exemple, typiquement la liste des prochains ateliers. Désolée Angeline, ce sont des faux. Là, typiquement ça, ces informations qui sont là, donc la liste des futurs ateliers, c'est quelque chose que Softair est allé chercher dans une base chez Airtable. Donc côté Airtable, on le verra après, il y a tout un ensemble d'informations qu'on peut mettre à jour, qu'on peut modifier, etc. Et on dit à Softair, va chercher tel type d'informations à l'endroit où on veut les retranscrire. Donc là, par exemple, on a la liste des prochains ateliers. Donc, je te coupe 2 secondes juste pour préciser pour les personnes qui ne savent pas que Airtable est un outil de base de données. Donc, c'est comme un espèce de méga Excel, un méga Excel avec un bon moteur bien plus puissant. Et donc, cet outil est derrière Softair, qui est l'outil qui est utilisé pour faire le site Internet. Derrière, il y a Softair et c'est dans Softair qu'il y a toutes les données. Airtable. Dans Airtable, absolument. Et donc, ce qu'on va faire, par exemple, si je suis quelqu'un qui est intéressé pour faire un atelier, je vais aller regarder. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a un catalogue de recettes. Donc là, c'est pareil. Tout ça, c'est des informations que Softair va chercher dans Airtable parce que dans Airtable, j'ai fait une liste de toutes les recettes possibles qui sont proposées. Et donc, Softair n'a qu'à aller les chercher. Donc, moi, quand je veux modifier quelque chose, ajouter une nouvelle recette, par exemple, je vais le modifier dans la base de données, donc dans mon grand Excel, on va dire amélioré dans Airtable. Je vais mettre une nouvelle recette et automatiquement, Softair va le lire et va l'ajouter dans les recettes. Donc, c'est beaucoup plus dynamique que si, par exemple, j'avais un site classique, on va dire WordPress, où à chaque fois que je veux créer une nouvelle recette, je dois créer une page du site. Ce qui peut être laborieux selon les besoins qu'on a si on veut mettre à jour des données régulièrement. Et là, par exemple, j'ai donc dans mon Airtable, on pourra regarder tout à l'heure, on va dire un onglet Excel où il y a toutes les… à chaque ligne, une recette. Et quand je clique et j'ai aussi 2 informations un peu plus poussées sur la recette, par exemple le lap, qui est un plat très typique du Laos. Toutes ces informations qui sont là, pareil, elles sont dans mon gros fichier dans Airtable. Et Softair sait que quand on fait un focus sur cette recette-là, il va aller chercher les informations qui sont liées à cette recette. Et moi, je lui ai simplement dit à Softair, prends cette info, mais là… et lui, en fonction de quelle recette on regarde, il va chercher la bonne info.
Alors Mathilde, on a Kevin qui nous dit dans les commentaires, qui demande mais qui est la no-codeuse, le no-codeur? Est-ce que c'est Sylvain ou est-ce que c'est Mathilde? Et donc, justement, j'en profite pour souligner, parce que c'est un point important, que c'était aussi un des objectifs de votre collaboration, de rendre Mathilde autonome. Et donc, bravo Sylvain, parce que là, on voit que vraiment, c'est réussi. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez collaboré pour justement former Mathilde et la rendre autonome? Elle s'est formée beaucoup toute seule et moi, je ne suis pas pour grand-chose, honnêtement. Hein, je tiens à redire ça quand même. C'est que, effectivement, au début, il y a eu, je suis arrivé avec un peu plus d'expertise, mais Mathilde a quand même un background IT, elle a suivi des formations et effectivement, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur ce projet. Et donc, on a très vite collaboré à travailler tous les deux sur le projet, quoi. Ça n'a pas été du tout moi qui fais le truc et qui livre, quoi. Ouais, alors si quand même au démarrage, faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que ce que tu as fait et qui a pour moi été complètement déterminant, c'est que donc tu as pris on va dire mon cahier des charges où j'avais mis un peu ce que j'imaginais comme les fonctionnalités cœur en fait de ce projet. Et tu as fait le choix des outils, donc Software Airtable, et tu as inventé, on va dire, un premier prototype en t'inspirant de ce qu'il y avait en effet dans les infos qu'il y avait dans le WordPress d'origine. Et du coup, ensuite, quand tu me l'as montré, forcément, je me suis dit, ah bah oui, c'est ça que je veux. Et ensuite, tu as ouvert le capot et tu m'as montré comment c'était fichu entre Software et Airtable. Et c'est ça qui a été pour moi vraiment le cœur de notre collaboration. Et ensuite, une fois que tu m'avais montré, j'ai essayé de me débrouiller par la suite pour m'approprier la chose. Ça, c'est un vrai moment de formation. Est-ce que tu te souviens, Sylvain, de ce qui a été difficile pour toi sur ce projet? Qu'est-ce que tu as appris? Enfin, tu nous as déjà expliqué que pour toi, ça a été un des premiers projets externes que tu as eu. Est-ce que tu te souviens de ce qui était un peu des challenges, des défis? Alors, ce qui est toujours un challenge dans ces trucs-là, c'est la structure de base de données. Et c'est souvent ce qui passe à la trappe parce qu'on imagine bien le site web, on imagine bien ce qu'on veut voir, on imagine bien moins comment les informations doivent être liées entre elles et comment elles peuvent communiquer. Il peut y avoir facilement des erreurs à ce niveau-là. Et c'est là, ça vaut le coup de passer un peu de temps là-dessus parce que ça va faire que derrière, c'est simple à présenter l'information ou alors on doit faire des trucs vraiment compliqués pour finalement pas grand-chose. Là, je ne sais plus si la structure que j'ai proposée au tout début, c'est la même, honnêtement. Elle a certainement évolué. Je pense peu au pro, mais c'est pas… Voilà, elle a dû évoluer un peu et voilà, c'est OK. Et aujourd'hui, on a des outils avec de l'IA qui sont incroyables pour faire des choses comme ça, pour s'aider, pour questionner, pour comprendre pourquoi on fait les choses. Les relations 1-1, 1-plusieurs, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont… Donc, pour moi, le plus gros apprentissage que là-dessus, c'est j'ai un peu la théorie, je vois instinctivement un peu comment ça fonctionne et je peux l'appliquer à un vrai projet et voir si ça marche ou pas, quoi. Pour moi, c'est ça le plus gros. Super. Et du coup, je pense qu'on a fait assez de teasing. Le moment est arrivé d'entrer dans Airtable, si vous voulez. Et alors, on va pouvoir justement aller voir cette base de données. Avant de faire le jump sur Airtable, je vais juste, là, pour l'introduire, on va dire. Donc là, il y a par exemple une recette. Donc, on a dit tout à l'heure, il y avait une liste de recettes. Là, j'ai fait le focus sur une recette. OK. Et à ces recettes sont reliés des ateliers. C'est-à-dire que il peut y avoir la recette du LAP qui a des futurs ateliers. Donc, comme là, on a le 29 septembre et le 15 octobre. Ça va permettre d'illustrer après quand on va rentrer dans Airtable et je vais faire la transition. Parce que du coup, la création d'un atelier, elle se fait depuis Software ou depuis Airtable? Depuis Airtable. Sur Software, l'idée, c'est qu'on met rien. Il n'y a rien besoin de modifier, si ce n'est si on a envie de changer un titre ou les petits textes statiques dont j'ai parlé tout à l'heure, raconter comment ça se passe, etc. Toutes ces informations qui vont rester, qui n'ont pas vocation à bouger d'un jour sur l'autre. Ça, on le fait dans Software. Pour tout le reste, c'est Airtable. Toute source d'information
qui est mouvante, c'est dans Airtable. Tout ce qui est lié à l'activité en elle-même, en fait. Super, et donc, on va aller voir ça. Voilà, donc là, on rentre dans Airtable. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, ok. Donc là, je suis sur le premier onglet. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est un peu comme un Excel en amélioré. La grosse différence avec Excel, c'est qu'au lieu d'avoir des onglets qui vont être séparés, comme on a dans un Excel, c'est-à-dire je peux avoir un onglet où je raconte mes recettes, un autre où je vais raconter la liste de mes événements. Là, la grosse différence avec une base de données en général et Airtable en particulier, c'est qu'on va faire des liens entre ces informations. Donc là, par exemple, on a les recettes. Donc, on retrouve la recette que je vous ai montrée tout à l'heure, donc le LAP, et on a toutes les autres recettes qui existent. Ce qui est génial aussi, on n'est pas trop rentré dans les détails tout à l'heure, mais on peut mettre certaines infos qui vont nous permettre de créer un sorte de petit moteur de recherche dans SoftAir. Notamment, là, on voit les tags viande, plat végétarien, la typologie en fait du plat. Et bien ça, on peut le reporter dans SoftAir et du coup faire des filtres comme sur un moteur de recherche de n'importe quel site marchand ou de petites annonces qu'on pourrait trouver en ligne. Ça, c'est génial. Pour moi, c'était déjà une super avancée d'avoir ces fonctionnalités, de pouvoir trier, filtrer pour que les gens qui cherchent une recette puissent éventuellement affiner leur recherche. Mais le gros, là, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire avec Excel. On a une question de Olivier here. D'ailleurs, bonjour Olivier. Sur les liens entre deux feuilles Excel, j'ai pas forcément très bien compris la question. Mathilde et Sylvain. Ah, c'était peut-être pas une question, c'était peut-être pas c'était une affirmation peut-être. Oui, en fait, ce qui veut dire, c'est que on fait souvent là, on a dit que on pouvait avoir des liens entre les feuilles, contrairement à Excel. Ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, on peut faire des liens entre deux feuilles Excel via des formules, hein, avec un lookup, et même entre les classeurs, c'est possible aussi. Et on peut importer. Bon, mon chipote, mais vraiment, pour avoir fait du travail de base de données dans du Excel, je déconseille très fortement, c'est un enfer. Partez sur un outil de base de données relationnelle comme on a ici, comme il y en a d'autres. Oui, et puis c'est pas les mêmes types. En fait, en effet, je vois par exemple, on pourrait faire des formules pour chercher, on pourrait faire des sommes si ensemble en allant chercher dans d'autres onglets. Donc, on pourrait. Mais là, on a des relations qui sont, alors peut-être que le mot n'est pas adapté, mais je dirais dynamiques. C'est-à-dire que là, typiquement, donc j'ai ma liste de recettes. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir des ateliers que je vais organiser avec des dates données. Ça, c'est mon onglet que j'ai appelé Events, où j'ai un nom comment dire, unique de mon événement. Et là, je vais relier un événement à une recette, donc l'onglet précédent. Je vais dire, tiens, cet événement, ça va être la recette des rouleaux de printemps. Celui-là aussi. Celui-là, en revanche, le troisième, ça va être la recette du LAP et ainsi de suite. Donc, je vais faire des relations entre mes ateliers et mes recettes, ce qui va avoir tout un tas d'avantages par la suite qu'on verra. Ça, par exemple, typiquement, c'est, à mon sens, pas des choses qu'on peut vraiment faire avec Excel. Enfin, c'est pas la vocation, de toute façon. Et du coup, c'est ce qui me permet sur le site d'avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, quand j'ouvre la recette du LAP, j'ai les événements à venir qui sont liés au LAP. Je dis à SoftAir, affiche-moi tous les événements qui sont liés à cette recette et dont la date, par exemple, n'est pas encore dépassée. Voilà. Donc là, on a les événements, donc qui sont les ateliers, donc qui sont reliés à une recette, et on a aussi en plus, alors ça, ce sont j'ai anonymisé enfin bref, c'est des prénoms au hasard, hein, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des vraies personnes. Chaque événement, chaque atelier, et on va avoir un certain nombre d'inscrits. Donc, je vais avoir une liste de contacts, et ces contacts, ils ont un certain nombre d'inscriptions parce qu'il peut y avoir des gens qui participent à un ou plusieurs ateliers, ainsi de suite. Donc, on va avoir des relations, grosso modo, si je caricature, entre trois grosses tables, donc trois gros feuilles Excel, les recettes, les ateliers et les participants aux ateliers. Et c'est les combinaisons, en fait, il va y avoir un certain nombre de combinaisons entre ces trois grandes familles d'informations. Donc, c'est bien des tables, hein, ce n'est pas des vues. C'est ce qu'on appelle les relations, il me semble. C'est ça, ouais.
Et un truc qui est intéressant là, par rapport à un site qui est statique, c'est donc Mathilde va mettre de l'information dans sa base de données Airtable, ça va apparaître sur Software, et les gens qui souhaitent s'inscrire vont pouvoir remplir directement un formulaire directement sur Software pour s'inscrire. C'est-à-dire que, et donc ça va arriver dans Airtable. Donc Tout à fait. un user quelconque va rentrer de l'information dans la base Airtable sans y avoir accès grâce à Software et un formulaire. Tout à fait. Là, par exemple, automatique, quoi. Ouais. Et ça, c'est un point très important parce qu'il me semble que donc quand il y avait le site WordPress, c'était des formulaires Office externes. Oui, c'était pas. En fait, là, le gros avantage avec ce système de Airtable et de Software, c'est que tous les événements, tout ce qui arrive dans l'activité en fait de ces ateliers convergent dans Airtable. C'est la source unique de vérité. Et du coup, contrairement en effet à WordPress où j'ai peut-être mis un formulaire et donc ce formulaire, ça va, voilà, je vais recevoir un email, ça va arriver quelque part peut-être dans une Google Sheet ou quelque chose dans ce goût-là. Si à un moment donné, je veux pouvoir comptabiliser tout ce qui se passe, quels sont tous mes inscrits, combien j'ai eu de participants à tel événement, etc., il va falloir que moi, humain, je fasse ce travail de centralisation et de faire converger la donnée quelque part. Alors que là, l'idée, en fait, c'est que tout va converger de facto dans Airtable. Donc, c'est vraiment une très belle solution à intégrer, du coup, que Sylvain a mis en place. Et est-ce que vous pouvez donc peut-être nous montrer donc comment on crée un atelier? Et puis aussi, c'est une solution intégrée, mais qui est automatisée aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des automatisations? Automatisation. Par exemple, pour les mails, j'avais compris que à l'époque de feu WordPress, les mails étaient faits manuellement, alors que là, vous avez un système avec Sendinblue Make ou pas? Non. Alors non, la partie automatisation, j'avoue que j'ai pas énormément creusé. J'ai essayé et puis bon, à un moment donné, le ratio est fort, donc je sais qu'il y a, en fait, ce que j'ai retenu principalement avec cette expérience, c'est que je sais que grosso modo, quasiment tout est possible en termes d'automatisation des processus dans une activité donnée, mais j'ai pas forcément poussé la chose très loin. En revanche, par contre, en effet, là, tu parlais de créer un atelier. Là, par exemple, si je dis voilà. Là, je peux rajouter une ligne en fait ici en disant voilà, j'ai un nouvel atelier à venir, ça sera telle recette. Je ne sais pas si tu veux qu'on le fasse en live. Bah vas-y, absolument, pourquoi pas. Parce que le but, c'est aussi vraiment de montrer aux personnes comment ça marche. Par exemple, donc là, je vais créer un nouvel atelier. Mettons que finalement, je décide d'organiser un atelier le 31 octobre, spécial Halloween. Donc, je choisis la recette, donc par exemple le LAP. Là, je choisis la date. Donc là, quand je dis que je choisis la recette, il sait que cette colonne-là, il faut qu'il aille me proposer des choix qui sont dans ma table des recettes. Hein, puisque je lui ai dit, en fait, voilà, cette colonne-là, elle est liée à mes recettes. Donc là, quand j'avais le choix, dans la liste, c'est uniquement la liste des recettes existantes. Ensuite, je lui ai dit que c'était une date, donc je choisis laquelle, le 31 octobre. Pour l'instant, il y a encore 0 personne puisqu'il n'y a pas encore eu d'inscrits. Hein. Et voilà. Et là, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est comme je lui ai dit que c'était la recette du LAP, il est allé chercher certaines informations liées à la recette, ce qui va m'être utile potentiellement quand je vais vouloir afficher l'atelier sur Software. Donc là, normalement, si tout va bien, si je n'ai pas fait de bêtises, et qu'on va se rendre sur le site, ça a déjà été mis à jour, il est en production. Donc si je rafraîchis, normalement, je devrais... On va voir si ça... Et non, ça ne l'a pas mis à jour. Ça, c'est la loi. Hein. La loi, c'est que quand on est en démo, ça ne marche pas. C'est le principe. Ah oui, mais c'est parce qu'à mon avis, comme j'ai masqué plein de champs, il doit y avoir un champ quand même un peu de sécurité où je mets est-ce que c'est live ou pas. Mais en gros, vous aurez à peu près compris l'idée. Normalement, il s'affiche ici.
à la suite. Donc, tout à fait. Toute modification, toute mise à jour, tout changement se fait en fait dans Airtable. Et le Software n'est qu'un écran de restitution en fait des informations qui sont dans Airtable. Et là, il y a quand même une magie aussi avec ce produit, c'est la gestion des places restantes. Alors, des places restantes, je n'avais pas forcément limité, bon, après à voir, mais ce qui surtout, ce n'est pas tant des places restantes, mais c'est vrai qu'en fait, quand une personne s'inscrit, donc elle remplit un… Alors, attends, ça par contre, je peux vous le montrer. Ce sera peut-être plus parlant. Alors, désolée, je ne sais pas encore comment faire pour switcher d'un écran à l'autre, donc je dois arrêter et relancer à chaque fois. Donc, par exemple, si je veux m'inscrire à l'atelier du 15, je dis m'inscrire à cet atelier. Ah. Yes. Okay. Donc là, je suis sur l'atelier du 15. J'étais là dans la liste des… Attends, je vais reprendre parce que du coup, ça saute une étape. Je suis sur ma recette. OK, il est allé chercher la description de la recette. Je suis dans les ateliers qui sont liés à cette recette et qui sont à venir, qui ne sont pas encore passés. Et je peux m'y inscrire. Donc, j'ai un petit focus sur l'atelier, voilà, les horaires, etc. Et quand je mets s'inscrire, ça me met sur un formulaire de contact. Je dis on sera 3 et comment ça marche. Tac, je l'envoie. Donc là, c'est une personne qui veut s'inscrire. Ce qui se passe côté Airtable, c'est tout simple. Hein, c'est pour ça que je dis automatisation, on n'est pas… je suis dans les inscriptions et là, vous voyez mon écran ou pas? Non. Il y a un petit temps de latence. Je vais trop vite. Voilà. Je suis donc dans une table qui s'appelle inscription et là, on voit tout de suite que ça c'est… la dernière ligne, c'est moi qui viens de faire, donc qui ai rempli le formulaire. Et donc, on voit que je me suis inscrite. Et on voit le nombre de participants. OK, donc ça, c'était pour la date du 29, pour l'atelier du 29. Si je vais dans les ateliers, je vois aussi cette info. Le 29, il est là. On voit que ça a mis à jour la liste des participants. Donc, il y a moi qui viens de m'inscrire et le nombre de personnes. Et s'il y avait d'autres personnes qui remplissaient le formulaire, ça se mettrait à jour automatiquement et ça ajouterait du coup voilà, le nombre de participants. Donc, ça me permet d'avoir un suivi opérationnel en temps réel du nombre d'inscrits et en effet, par la suite, on pourrait imaginer, par exemple, que là, ça ait envoyé un mail. Alors, on va aller un tout petit peu dans l'automatisation. La seule chose que j'avais dit, c'est m'envoyer un mail à moi, déjà, ne serait-ce que pour que je sois au courant. Mais on pourrait très bien imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit, donc la ligne ici s'ajoute, qui reçoivent un petit mail avec, voilà, quels sont les ingrédients à préparer, merci de vous être inscrit, etc. Ça, ce ne serait pas du tout compliqué à mettre en place. C'est vraiment très chouette et merci tous les deux pour cette démo. Bravo Mathilde, on voit que franchement, tu es devenue autonome et donc ça, c'est vraiment très inspirant pour toutes les personnes qui ont un projet de voir comment on peut apprendre à utiliser un outil comme Software, un outil comme Airtable et vraiment faire des choses avec. Bon, Sylvain, à l'époque, n'était pas encore expert S-Make parce que sinon, il nous aurait mis de l'automatisation de mail jusqu'au plafond. Mais c'était un peu tôt. Oui. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut aussi laisser le temps. Tout à l'heure, Sylvain en parlait déjà d'avoir fait les choses manuellement pour ensuite, étape par étape, se dire avant de faire des usines à gaz. Moi, j'ai essayé de faire des choses et parfois, je me suis dit non, mais là, en fait, ça va trop loin. Keep it simple. Et puis, petit à petit, éventuellement, de rajouter des briques automatisation par la suite. Oui, tout à fait. Ça a un coût de mettre en place des automatisations, de les maintenir. Il faut que ça soit vraiment pertinent, quoi. Ça peut vite monter à la tête. Enfin, moi, je me suis fait quand même des heures à essayer, en effet, de faire tout un tas de choses. Je me suis dit, non, mais en fait, à un moment donné, faut le faire quand c'est pertinent, quand, voilà, on peut vite en abuser, en fait. Et ce qui est nécessaire est suffisant. Donc, nécessaire pour faire tourner le business et suffisant sans aller trop loin.
C'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça parce que maintenant, parfois, les automatisations, c'est un peu à la mode et donc on a envie d'en faire beaucoup et c'est pas une fin en soi, c'est vrai, c'est pas une fin en soi, donc il faut vraiment que c'est un moyen. Complètement, complètement. Et du coup, peut-être une question pour toi, Sylvain. Parce que maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu penses au vu, parce qu'on était aussi en 2022, le monde du no-code est un monde qui évolue extrêmement vite, avec des outils qui ont beaucoup changé en 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à comment Softair et Airtable ont évolué? Est-ce que pour toi, ça reste la meilleure solution, ce combo? D'ailleurs, vous n'avez pas dit si c'était un plan payant ou pas sur Softair. Est-ce qu'aujourd'hui, Sylvain, tu recommanderais toujours la même chose, du Softair avec du Airtable? Pour ce projet, dans ce cadre-là, pour tester, oui, je recommanderais toujours ça. Sur Airtable, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Même si aujourd'hui, il y a des alternatives open source qui existent et qui sont vraiment bien aussi, qui commencent à rattraper, à fermer le gap. Softair, je suis moins fan, honnêtement. Après, pour faire du site un peu statique et juste des listes, comme ici, ça suffit. Mais si on voulait faire un petit SaaS, il y a d'autres outils. Je pense à Noloco, par exemple, qui serait plus adapté. Donc, Softair, voilà, faudrait refaire une petite étude pour quelles sont les fonctionnalités. Mais sinon, là, on a tout fait en plan gratuit. Ça répond à la problématique. S'il fallait mettre, par exemple, du paiement, alors on pourrait connecter un Make, un Zapier et un Stripe, et ça serait assez facile à faire. Le système est évolutif. Il coûte rien en tant que tel. S'il fallait passer en plan payant, il coûterait beaucoup plus cher. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte si on avait beaucoup de rentrées. Voilà. Donc, tel quel, oui, mais il y a peut-être des améliorations incrémentales à faire. Voilà. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que tu en penses puisque tu es maintenant devenue no-codeuse de ton propre droit? Et je voudrais d'ailleurs préciser que depuis, tu n'as cessé de donner vie à tes idées. Maintenant, quand tu as une idée, eh bien, tu mets les mains dans le no-code. Je peux citer Katou Textile, c'est ça? Oui. Et Access Secret, est-ce que tu veux nous dire 2 mots là-dessus et nous dire aussi, toi, comment tu vois l'évolution des outils et le combo Softair Airtable? Waouh, alors je vais essayer de pas trop m'étaler parce que j'aurais mille choses à dire. Bon, moi déjà, clairement, ça a été une révélation de découvrir Airtable, hein, on va pas se mentir. Pour moi, c'était le meilleur choix, cette combinaison-là, pour le besoin que j'avais à ce moment-là. Ce serait pas forcément… Il y a plusieurs choses. Je pense que ça va dépendre d'un côté des fonctionnalités qu'on a envie d'avoir dans notre future solution. Ça, c'est hyper important. Et aussi, maintenant, avec l'expérience, puisque donc, comme tu l'as évoqué, j'ai transformé plusieurs autres idées saugrenues en outils, en prototypes. Et parfois, je l'ai fait avec d'autres personnes. Et selon, en fait, l'appétence que les gens ont avec le côté technique, avec ce qui est une base de données, ça peut aussi impacter le choix de l'outil. Par exemple, tu as évoqué Access Secret. Donc, c'est pour la faire courte, l'idée, c'est que j'étais donc toujours au Laos et avec un ami qui, lui, a collecté énormément d'informations touristiques, de plein de choses sur toute la région du sud du Laos, sauf que il avait mis tout ça dans des PDF en gros et en ligne sur un site WordPress. Moi, ça me fendait un petit peu le cœur qu'il y ait une telle richesse en fait d'informations et qu'il soit si difficile avec une expérience utilisateur aussi calamiteuse. Voilà, exactement, et qu'il fallait vraiment ramer pour aller chercher les infos. C'était vraiment que les plus motivés qui y arrivaient. Et du coup, je lui ai montré. Moi-même, je me suis d'abord mise sur Glide, donc qui est, on peut faire des applications notamment, ou des simili-applications pour smartphone du coup, en ayant derrière quelque chose d'aussi simple qu'un Excel presque, ou même d'ailleurs ça peut être comme source de données un Excel, un Google Sheet. On met des infos dedans et on dit à Glide, viens, regarde ces infos et retransmets-les. Typiquement, ce qui était bien, c'est que c'était super adapté à l'usage mobile puisque ça fait comme si c'était une app. Et en plus, du coup, une fois que je me suis formée, je lui ai montré. Et lui qui n'avait pas du tout
la partie la connaissance de ce qu'est une base de données. Il savait quand même ce que c'était qu'un Excel et ce que c'est que des lignes et de mettre des infos dedans. Et avec Glide, en 3 jours, je lui ai montré, on a commencé à faire l'app sur une ville en particulier, en gros pour pouvoir visiter la ville en ayant son app pour découvrir la ville. En 3 jours, c'est bon. Après, il était autonome et il a bossé 1 mois de son côté à tout remplir. Moi, j'étais là juste sur les points, on va dire, techniques un peu plus poussés, entre guillemets, dès qu'il avait un blocage. Mais voilà, donc le choix de l'outil, je dirais aussi qu'il dépend du profil de la personne qui va ensuite le prendre en main, qui va être le honneur de l'outil. En 3 jours, ça c'est vraiment inspirant. Et donc Mathilde est même devenue formatrice no-code. On va conclure parce qu'on a ces 2 petites annonces à faire et puis on est censé rendre l'antenne à 14 h. Mais du coup, je voudrais vous demander à tous les deux, vous avez dit beaucoup de choses. Est-ce que vous auriez un conseil à rajouter, que ça soit pour les no-codeuses, no-codeurs qui se lancent ou que ça soit pour une personne qui a une idée de projets à impact positif, évidemment, c'est ce qui nous intéresse ici, mais est-ce que vous avez un conseil, l'un et l'autre, que vous pourriez donner? Alors, moi, juste, c'est un peu le message que je voulais faire passer aussi, c'est que pour moi, grâce à ces outils, on peut transformer, allez, si ce n'est en quelques heures, on va dire en quelques jours, une idée en un premier prototype. Ça va pas être forcément le produit final, ça va pas être parfait, voilà. Mais en gros, c'est moche, mais ça marche. Et je trouve que c'est génial parce que si on l'a, par expérience, on peut voir des gens qui ont des super idées, mais ça va mettre des mois et des mois avant que ça se transforme en quelque chose de concret, en palpable. Alors que là, avec ces outils-là, en peu de temps, on peut transformer une idée en quelque chose qui a une existence matérielle. Ça, je trouve ça génial. Et du coup, pour ceux qui portent des projets, pas hésiter à se rapprocher de la communauté No Code for Good et potentiellement de publier une annonce. Il y a plein de ressources aussi sur Internet, des formations, des ressources gratuites, etc. Il y a de quoi faire, mais c'est vrai que l'avantage de faire appel à des gens qui s'y connaissent, c'est au moins avoir une première orientation. Et après, encore une fois, en fonction de l'appétence qu'on a, on sera plus ou moins autonome sur les outils. Voilà. Sylvain, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Du coup, moi, ça va être la suite de ce truc-là. C'est qu'une fois qu'on a notre prototype qui fonctionne, c'est pas rester derrière son PC à faire des beaux titres ou des belles choses, c'est aller tester sur le marché, à trouver des utilisateurs et récolter du vrai feedback, pas seulement son papa, sa maman qui trouve que c'est super. Voilà. Ça, c'est moi aujourd'hui quand je développe, j'essaye de développer des SaaS et c'est la partie que je trouve la plus compliquée. C'est récolter des utilisateurs, des vrais utilisateurs qui soient prêts à payer derrière, etc. Voilà. Donc absolument. Y aller le plus tôt possible. Là, je pense qu'on est absolument paré. Et oui, tout à fait. Quand on lance un produit, il faut savoir c'est quoi qu'on veut tester, quel est le besoin auquel on veut répondre et comment est-ce qu'on va savoir si on a répondu à ce besoin-là ou pas. Et donc, on va vraiment chercher à récolter de la data, que ça soit qualitative ou quantitative, pour savoir comment nos utilisatrices, nos utilisateurs ont réagi à la solution. Je vous remercie vraiment beaucoup, du coup, Sylvain et Mathilde, d'être venus partager ce moment avec nous. Merci pour l'invitation. Cette super expérience. Et du coup, on va faire on va conclure, restez avec nous, on va conclure en faisant ces petites annonces dont on parlait. On va aussi avoir Morad qui va nous rejoindre. Alors, juste avant que je donne la parole à Morad, Quentin, tu vas pouvoir nous mettre ce visuel parce que donc, j'arrive à notre petite surprise qui est que le No Code Summit arrive. J'espère qu'on vous y retrouvera tous là-bas. No Code for Good y sera bien sûr. Et donc, on vous propose 5 places à gagner pour No Code Summit. Donc, cet après-midi, on va publier sur LinkedIn un post. Donc, bien suivre LinkedIn. Et les personnes qui réagiront, commenteront et partageront ce post, surtout réagir et commenter, c'est ça le plus important, et qui tagueront une structure à impact positif, structure dont elle espère qu'elle viendra vers nous, car comme on l'a bien vu aujourd'hui, No Code for Good, c'est vraiment un endroit où on a à cœur de faire décoller des projets. Eh bien, on propose 5 places à gagner et donc on aura un tirage au sort début octobre. On vous tiendra au courant, évidemment.
Alors, du coup, on va terminer parce qu'on a un peu dépassé notre temps avec, avec Morad qui est là. Bonjour Morad. Et tu vas pouvoir nous dire, salut, tu vas pouvoir nous dire un peu deux mots sur ces bras dont on a besoin à No Code for Good. Ouais, merci Angine, merci Quentin. Très rapidement, en moins d'une minute, parce qu'on a dépassé, ça va être une redite de ce que tu as dit en introduction. En effet, No Code for Good aujourd'hui continue à grandir et le crowdfunding nous a aidé à passer une étape. Et aujourd'hui, l'idée, on est en train de préparer l'étape suivante qu'on s'était donnée dans notre roadmap. Et pour ça, on a besoin de recruter, d'agrandir l'association avec deux profils. Celui qui va être en charge de davantage faire connaître No Code for Good, donc d'être dans le fait de trouver des associations, des projets qui vont venir sur la plateforme, mais aussi des no-codeurs et no-codeuses. Et donc, il y a toute cette partie-là de prospection à mettre. Et comme on est convaincu que cette personne, on va la trouver et elle va ramener beaucoup de projets, par la suite, il y a une deuxième partie, c'est le financement. Et c'est là où l'idée, c'est de recruter une personne bénévole qui ait l'expérience pour nous aider, parce qu'on l'a testé, nous, depuis un petit moment, d'aller chercher soit des subventions ou du mécénat, pardon, sur le financement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un vrai métier. Et c'est pour ça qu'on cherche un profil qui a cette expertise-là, qui a envie de le partager pour un projet comme celui de No Code for Good. Et donc, on va très rapidement faire des posts LinkedIn pour annoncer et détailler un petit peu ces deux posts. Merci beaucoup Morad, ça c'était vraiment une minute top chrono s'il en est. Et donc du coup, bah voilà, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, qui ont envie de rejoindre notre équipe, comme vous voyez, on est une super équipe bénévole. Et donc si vous connaissez des personnes qui ont ces compétences, pour qui ça pourrait être intéressant de venir nous donner un coup de main quelques heures par semaine, bah, on serait vraiment ravis que vous fassiez passer l'info et que on nous le fasse savoir. Voilà, je ne sais pas Quentin si tu voudrais rajouter quelque chose, mais je pense qu'on va conclure puisqu'on a dépassé notre temps de 3 minutes. Non, bah, c'est bon. Bah, je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. Absolument. Une bonne fin de semaine et peut-être à une prochaine fois, soit le mois prochain, soit au No Code Summit à la mi-octobre. Tout à fait. À bientôt et merci encore Mathilde et Sylvain.